Garder le cap, ça veut dire garder en tête les objectifs, parce que des fois, dans des projets, on passe par des étapes où on se dit on va au fin fond, et puis des fois, faut essayer de prendre un peu de la hauteur, de revenir à la base. Attends, c'est quoi qu'on demande ? On demande ça, ok, bon, ça permet de recadrer les choses. Donc de ça, point de vue projet, et puis il y a quand même un côté humain aussi assez important. Il va falloir piloter des gens. Hello et bienvenue pour cette nouvelle saison du podcast Conversation constructive. Pour commencer cette nouvelle saison, nous avons le plaisir d'accueillir Perrine Briaz. Elle est architecte EPFL, membre de la direction de Tecnet SA et présidente de l'Union patronale des ingénieurs et architectes vaudois, l'UPIAV. Dans cette première partie de son interview, nous commencerons par échanger sur son parcours et son évolution d'architecte à membre de la direction, puis, dans un second temps, nous parlerons de ce qu'est l'association UPIAV et de son rôle pour ses membres. Tout d'abord, un grand merci à Perrine de participer à cette conversation avec nous, ici dans les locaux de MCberg GSA à Lausanne. Si nos auditeurs souhaitent te contacter, ils peuvent le faire via LinkedIn et tes informations de contact présentes dans la description du podcast. Bonne écoute. Salut Perrine. Salut. Hello. Salut Sven. Merci de me recevoir. Merci à toi d'être là. Avant d'être présidente de l'UPIAV et membre de la direction de Tecnet, tu as choisi de devenir architecte. Comment tu as découvert ce métier ? Est-ce que tu as eu des modèles dans la famille ? Pas du tout. C'est un petit peu par hasard. Alors, c'est presque un peu réducteur ce que je vais raconter, mais j'aimais bien bricoler, j'aimais bien le dessin, un peu le côté faire des maquettes ou jouer au Lego. T'as eu des Lego ? J'ai eu des Lego, j'adore ça. Alors c'est peut-être un petit peu réducteur, mais voilà, l'opportunité s'est présentée quand j'avais 16 ans de faire une petite semaine de stage pendant qu'on est au lycée. Je suis allée chez une architecte, ça m'a plu. Et puis après pour mes études, c'était un petit peu j'avais plusieurs possibilités, et puis c'était l'école où j'ai estimé que c'était le plus compliqué d'être prise. J'ai été prise, j'y suis allée et j'ai adoré, okay. Tout simplement. Et puis, t'étais quel type d'étudiante ou d'élève ? Je sais pas s'il faut raconter ça. J'étais plutôt festive, on va dire. Non, mais j'ai la chance, comme j'aimais beaucoup ce que je faisais, j'avais quelques facilités. On va dire, quand on aime, ça aide. Donc, du coup, ça coulait. Et puis, les études sont tellement variées, tellement très très riches. On parle de structure, on parle de physique de bâtiment, on parle d'art, on parle de sociologie, on parle de psychologie, on parle de plein de choses. Et donc c'était limite un peu de la culture générale pour moi. Donc c'était passionnant, et je suis très nostalgique de mes années d'études. J'en ai un très très bon souvenir. Pour revenir un peu à ton métier, c'est quoi être architecte en 2023 ? C'est un peu une question piège, je dirais. C'est être généraliste de plus en plus, parce qu'il y a quand même la multiplication des spécialistes en tout genre. On parlait encore pas plus tard que la semaine dernière d'un spécialiste en ascenseur. Voilà. Et donc c'est un peu généraliste, qui connaît tous les sujets, mais qui est pointu dans aucun, et qui sait les mettre ensemble, et pour répondre à un besoin d'un client. Ouais, c'est plutôt quelqu'un qui est un entremetteur, on va dire, dans le projet, alors qui a des bonnes idées, mais qui va aussi pouvoir dire ici ma limite de compétence s'arrête là, et puis en fait après je vais aller chercher la bonne personne pour le bien du projet, en fait. C'est ça. Et l'architecte devra de toute manière aller chercher d'autres acteurs pour l'aider sur un point technique ou sur un autre. Donc un entremetteur, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais qui doit quand même toujours garder le cap. Voilà, qui ne doit pas se perdre dans tous ces spécialistes. Ouais. Ou plutôt un maître de cérémonie, celui qui gère un peu l'orchestre. Oui, mais il donne le ton. Ouais. Il donne le ton quand même aussi, il donne le style, l'architecture, le concept général. Je pense que ça vient quand même de l'architecte. Après, ça dépend des projets. Il peut y avoir les ingénieurs qui ont leurs pattes aussi dans les projets.
À ton avis, quel est le bon profil pour devenir un bon architecte? Je pense qu'il faut être ouvert d'esprit, justement pour être ouvert à toutes ces spécialités différentes. Il faut être aussi un petit peu à l'écoute et pas trop camper sur ses positions, parce que un ingénieur, un spécialiste peut des fois remettre quelque chose en question, et il faut être capable de l'intégrer pour faire évoluer en mieux un projet. Et puis je dirais faut être curieux, Tu décrirais comment ton parcours avant Tecné? Alors, juste après mes études, j'ai voulu apprendre à construire. Je me suis dit, un architecte, donc ça conçoit des choses. Les idées, potentiellement, on les a toujours. Par contre, si on ne sait pas les mettre en œuvre, ça sert pas à grand-chose. Donc, je suis allée dans un bureau d'architecte plutôt petit, où j'ai mis les 2 pieds dans les bottes, un casque, et puis je suis partie avec mes plans sur des tout petits chantiers, pas très glamour ou pas très grandiose, on va dire, mais j'ai appris le métier, j'ai appris à discuter avec les entreprises, avec les entrepreneurs, avec les ingénieurs, et là j'ai vraiment su de quoi on parlait, et puis qu'on était bien loin de l'architecte qui dessine, qui rêve, et puis qui fait que ça, quoi. Mais souvent, c'est ça aussi qui peut manquer, c'est effectivement d'avoir plein de belles idées, et puis finalement, quand on arrive dans le concret, puis qu'on a l'entreprise en face, puis mais qu'en fait, comment je réalise ça, il y a plein de détails, de construction, etc. Puis si t'as jamais fait de chantier, ou bien si t'as jamais été confronté à ça, c'est difficile aussi de les imaginer, quoi. C'est ça. Alors après, l'architecte, il a un rôle tellement vaste entre le concepteur qui a une idée, ou qui fait un concours, qui fait des jolies images, qui conceptualise vraiment les espaces, les parcours. Et puis, au bout d'un moment, il faudra bien faire des détails constructifs très précis. Et c'est presque déjà un autre métier de faire ça. Et puis, il y a aussi tout ce qui est de chiffrer tout ça et de réaliser sur un chantier. C'est encore des autres métiers. Donc, c'est extrêmement vaste. Et puis, on peut pas restreindre l'architecte à un rôle de concepteur. Ça, c'est pas possible. Tu as commencé chez Tecné en 2008. Oui. Je confirme. Comment s'est déroulée ton intégration et comment tu t'es senti? Ça aurait pas pu être mieux. Ah ouais. En fait, j'ai eu la chance dans l'autre bureau, mon premier bureau, je travaillais un petit peu en sous-traitance de Tecné. Donc, je connaissais déjà quelques personnes chez Tecné. Donc, je me suis sentie très, très bien accueillie. D'autant plus aussi que je suis arrivée 2 jours avant que Tecné parte en week-end pour fêter ses 10 ans. Donc, c'était très, très, très festif. En plus, dans ma ville d'origine. Donc, voilà, ça a très, très bien commencé de Lyon, en France. Ok, d'accord. Ouais. Donc ça a été, voilà, je connaissais déjà des gens, donc j'allais en milieu, je vais pas dire conquis, mais en milieu connu, en tout cas. Et puis, voilà, très, très, très bien accueilli. Ça aurait pas, franchement, c'était rêvé. Ouais. Voilà, ouais. Donc, t'es arrivé chez Tecné en tant que chef de projet. Oui. Tu peux nous dire un petit peu ce que c'est le rôle du chef de projet? Alors, le chef de projet, il va piloter, il va coordonner tout ce qu'on doit faire sur un projet, en essayant de ménager toutes les susceptibilités de tout le monde aussi. Donc c'est un peu tu disais tout à l'heure le maître de cérémonie. Voilà, le maître de cérémonie d'un projet. Comment on devient chef de projet? Parce que toi, tu as appris architecte, puis finalement, après, il y a quelque chose qui se passe entre deux. Comment on devient chef de projet, puis qui c'est qui peut le devenir? Comment on devient chef de projet, c'est aussi notre capacité à prendre le lead, à écouter les autres, à avoir une vision globale, à présenter les choses de manière synthétique et claire à un maître d'ouvrage. Donc c'est des choses qui se font un petit peu naturellement. C'est aussi notre capacité à pouvoir gérer des équipes en interne. Donc ça se fait petit à petit naturellement, je dirais. J'ai jamais eu, je me sens pas carriériste dans l'âme. Donc j'ai pas dit je veux devenir ci ou ça ou les choses se font un petit peu naturellement, parce qu'on y arrive, parce qu'on a les compétences pour, parce que il y a des opportunités qui font que. Donc c'est un petit peu ça. Est-ce que ta formation à l'EPFL t'a donné des bons outils pour devenir un bon chef de projet? Oui et non. Ouais.
Je dirais non, parce que on est à l'EPFL, on est loin du concret, de la réalité du métier. Mais oui, parce que ça apprend à faire fonctionner le cerveau d'une certaine façon, à réfléchir d'une certaine manière, à être ouvert, à savoir que si on n'a pas la réponse, on peut aller la chercher, et on peut aller la chercher quelque part. Donc dans ce sens-là, oui, parce que ça apprend une ouverture d'esprit, une manière d'être et de réfléchir. Okay. Sur le métier en lui-même, c'est un apprentissage constant. On s'arrête jamais d'apprendre. Donc en voyant ce qui se construit autour ou par notre expérience. Donc voilà, on apprend des bases. Quelques bases, pas toutes les bases, mais quelques bases, et puis ça continue par après. Ok. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait comment devenir un bon chef de projet? Enfin, quels sont les points importants? Ce que tu as remarqué avec ton parcours. Et ça, ce point-là est important pour devenir un bon chef de projet. Je dirais, moi, ça rejoint un peu une question qu'on a vue juste avant, mais de garder le cap, garder le cap, ça veut dire garder en tête les objectifs, parce que des fois dans des projets on passe par des étapes où on se dit mais on va au fin fond, et puis des fois faut essayer de prendre un peu de la hauteur, de revenir à la base. Attends, c'est quoi qu'on demande? On demande ça, ok, bon ça permet de recadrer les choses. Donc de ça, point de vue projet, et puis il y a quand même un côté humain aussi assez important. Il va falloir piloter des gens, que ce soit en interne, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des fois le maître d'ouvrage. J'ose à peine dire piloter un maître d'ouvrage, mais des fois c'est un petit peu ça quand même. Donc voilà, sachant les projets de construction, c'est une grande chance. On n'est jamais tout seul. On peut rien faire tout seul. Donc c'est de toute manière un travail d'équipe. Donc avoir l'esprit d'équipe, et puis se centrer sur les objectifs initiaux, de pas perdre le cap. C'est peut-être ça qui fait un bon chef de projet. Et puis, en revenant un petit peu sur Tekna, donc vous êtes une 60aine répartie donc entre Genève et puis Berne, avec Lausanne et puis Fribourg. Tu peux nous dire un peu ce que vous faites en tant qu'entreprise, et puis quelles sont un peu vos prestations? Alors, pour faire simple, on fait tout ce que les architectes n'aiment pas faire. C'est-à-dire que on a la chance de travailler toujours avec des architectes différents. On est en partenariat, il y a différentes formes de contractuels possibles. On laisse la part dessin, conception, détail, etc. Choix de matériaux, choses comme ça, aux architectes. Et puis nous, on fait tout le reste. On va faire les coûts, on va faire la direction de travaux, on va faire les plannings, on va les challenger un peu aussi quand même, les architectes, parce que l'expérience du chantier fait que on peut avoir un avis un peu pertinent sur un détail qui sortira en disant mais lui il va coûter vraiment trop cher. Et là il y a une discussion qui vient, l'architecte peut dire oui mais c'est vraiment important. Bon d'accord, alors on va essayer de faire une économie ailleurs. Enfin voilà. Donc on fait tout ce côté-là, ce qu'on appelle manager de projet ou planification générale, indépendamment de la forme contractuelle et de l'organisation. Et puis on a un autre volet, tout ce qui est assistance au maître d'ouvrage, qui peut aussi prendre des formes complètement variées, de l'assistance très administrative à presque la délégation du maître d'ouvrage sur certains projets. Ce qu'on aime dire, c'est que cher maître d'ouvrage, vous avez besoin de quoi? Ok, on va vous trouver ce qu'il vous faut pour répondre à votre besoin. Donc c'est un peu du sur-mesure aussi. Et tu fais comment si du coup ils n'ont pas vraiment une idée précise, mais ils ont une vague idée, mais on leur explique, cher maître d'ouvrage, on voit que vous êtes un peu flou, on va commencer par vous aider à clarifier ce que vous voulez, et puis ensuite on va vous expliquer quelles sont les possibilités pour aller de l'avant dans un sens ou dans un autre. Il n'y a jamais forcément qu'une formule. Mais donc, on sent tout de suite, effectivement, si le maître d'ouvrage, il ne sait pas ce qu'il veut. Et si c'est ce qu'il veut, mais s'il va directement droit dans le mur.
On essaye de lui dire avec tout tact possible aussi, mais je crois que le gros avantage qu'on a de faire ces deux prestations, c'est que quand on est assistant du maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage sait que des fois aussi on a les deux pieds dans les bottes et donc du coup on sait de quoi on parle quand on le conseille, et vice versa de l'autre côté, quand on a les deux pieds dans les bottes, il sait aussi que des fois on peut conseiller les maîtres d'ouvrage de manière un peu plus stratégique. Et donc, du coup, il sent que même si on est dans le très concret, on a quand même cette vision beaucoup plus globale qui est bonne pour le projet, en fait. Est-ce que tu peux nous partager les premiers défis que tu as été les premiers défis quand tu as été confronté en tant que chef de projet, et comment tu les as relevés? Alors, bon, le plus grand défi, je crois que c'est d'être une femme dans un milieu d'hommes. Ouais. Une petite anecdote assez drôle. Un des premiers chantiers que j'ai fait, c'était la transformation d'une entreprise, de bureau d'une entreprise de peinture de voitures. À chaque fois que j'arrivais sur le chantier, ça pouvait être n'importe quelle heure du jour, le matin, le midi, le soir, l'après-midi, c'est égal. C'était forcément de la pause, et j'avais droit à un striptease. Comme ça, un striptease? Bah, tous les ouvriers se changeaient là, sur le chantier, pour aller prendre une pause, quelle que soit l'heure où j'arrive. Donc, voilà, il faut, en tant que femme dans la construction, il faut trouver sa manière d'être, parce qu'au final, là, sur le projet en question, c'était moi qui décidais, c'était moi qui donnais les directives. Donc, il fallait qu'ils m'écoutent et qu'ils me suivent. Donc ça a été quand même un premier défi. C'était flagrant, hein, donc c'était assez drôle. Il y a presque 20 ans de ça maintenant. J'ai plus revu ça. Après, donc le monde change quand même un petit peu. Mais c'est vrai que aussi chez Secnet, un des premiers projets dont je me suis occupée, et maintenant mon associé, mais mon patron à l'époque me l'a dit bien des années après, que le maître d'ouvrage ne voulait pas me voir. Mais voyons, Perrine, c'est une femme, elle connaît rien à la construction. Non. Okay. Les clichés historiques, ouais. C'est ça. Donc c'est horrible à dire, mais oui, j'ai dû montrer de quoi j'étais capable. Alors vis-à-vis de l'extérieur, en interne, j'ai eu extrêmement de la chance parce que il y avait on croyait en moi, il y avait beaucoup de bienveillance, et jamais j'ai ressenti ça, en tout cas en interne, jamais. Donc voilà. Et puis c'est pas non plus, enfin c'est très compliqué parce que on peut pas avoir le patron qui emmène la jeune chef de projet en disant regardez, si elle est compétente, faites-lui confiance. On peut pas faire ça parce que c'est encore pire. Donc c'est très compliqué. C'est aussi une question de personnalité. Et puis je crois que chaque femme qui passeront après moi chez vous vous diront la même chose. Il faut que chacune trouve sa patte. Et puis c'est très personnel, mais les mentalités évoluent. Donc tant mieux. Ça va dans le bon sens. Tu te souviens d'un moment particulier où tu disais « Ah, il est cool ce job ». Oui. Tu peux nous raconter? Alors, c'était un projet sur Genève où j'étais assistante maître d'ouvrage, presque déléguée maître d'ouvrage. Et puis, la particularité, c'est que le maître d'ouvrage, alors c'était un projet genevois, donc en français, mais le maître d'ouvrage venait de Zurich. Donc, il y avait passablement de choses qui se passaient en allemand. Malheureusement, je ne parle pas un mot d'allemand. Ah non? Non. C'est voilà, quelques lacunes. Et au bout d'un moment, le grand chef, grand chef de Zurich, un jour a coupé tout le monde et dit stop. Perrine ne comprend pas. Je vais lui traduire pour qu'elle nous donne son avis parce que je crois qu'elle voit juste. Et là, j'étais wouh, bien. Et là, il y a eu comme un effet de reconnaissance quelque part. Alors je fais pas ce travail pour avoir de la reconnaissance, mais quand elle vient, c'est assez étonnant.
Et donc là, ouais, c'était juste la démonstration. Je suis bien là où je suis. J'aime mon job. Apparemment, je suis compétente, vu que d'autres le remarquent. Donc ça, c'est une. Ouais, t'as eu la confirmation en fait que t'étais au bon endroit, la bonne personne pour faire la bonne tâche, et puis que ce que tu amenais en fait était aussi reconnu et valorisé. C'est ça. Et puis une remarque de cette personne-là, j'attendais pas d'ici. Du grand chef, ces grandes institutions où les sièges sont à Zurich, moins maintenant, mais avant c'était très militaire. J'attendais pas ça de ce chef-là, mais ouais, c'était assez gratifiant. Et puis ça m'a confirmé que j'étais à la bonne place en tout cas, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres histoires aussi, mais celle-là elle est assez drôle. Ouais. Voilà. Quelques années plus tard, tu as d'abord rejoint le comité de direction, puis ensuite la direction de Tecnet. Comment on se retrouve à la tête d'un bureau de management de la construction ? C'est une très bonne question. Alors, mes associés d'aujourd'hui me diraient que j'étais peut-être un peu pushy. Mais moi, je l'ai pas du tout senti comme ça. Et puis, je crois que quand on aime ce qu'on fait, on s'engage, on se donne. Ils ont vu ça, ils ont vu un potentiel. Ils m'ont proposé, ils ont eu l'intelligence de penser extrêmement tôt à la relève de l'entreprise qu'ils avaient créée. Extrêmement tôt, c'est qu'aujourd'hui, ils sont encore là, hein, donc ils n'ont pas encore l'âge de la retraite. Donc vraiment pour avoir une période une juxtaposition entre la relève et les fondateurs. Ils ont eu confiance en moi. Je pense qu'ils ont vu plus de choses en moi que moi je voyais en moi à l'époque. Donc je leur ai fait confiance en fait. Et puis je me suis laissée aller dans là où ils me guidaient. C'est eux qui t'ont proposé ? Oui. Ok, d'accord. Et quand t'as dit t'es pushy, c'est dire quoi ? Apparemment, pushy dans le sens où ils me voyaient plus carriériste que ce que je. Mais oui, vraiment. J'affirme et j'assume. Je suis naïve et je le revendique. Donc voilà. Et puis quelles sont les préoccupations quand on devient membre de la direction ? Tout d'un coup, il faut qu'on s'occupe des gens. En fait, c'est vraiment ça. Alors au début, en passant par l'étape comité de direction, qui est un peu une étape intermédiaire avant la direction, enfin pas forcément automatique, mais voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait pour moi. En passant dans le comité de direction, tout d'un coup, on n'est plus dans son propre projet, mais on voit tous les autres. On voit aussi tout le reste, parce que un bureau, c'est pas que des projets, c'est aussi autre chose, c'est aussi des formations internes, c'est des choses vers l'extérieur, enfin c'est plein de choses. Donc on voit tout ça, même si on le voit depuis de l'autre côté quand on est collaborateur, mais là de prendre conscience que on a peut-être un rôle à jouer, et puis on est aussi un petit peu garant de tout ce qui a été fait jusque-là, en fait, de conserver, de faire évoluer, de maintenir la qualité. Donc c'est aussi ce rôle-là, et puis surtout, on doit s'occuper des gens. En fait, alors quand on est collaborateur, on se soucie toujours de nos collègues, mais de nos collègues proches. Et puis quand on devient dans la direction, faut se soucier de tout le monde. Faut faire en sorte que tout le monde se sente bien, aille bien, trouve du plaisir dans ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment la nouvelle tâche, la nouvelle mission, en tout cas que je trouve. Si tu parlais de comité de direction, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la différence entre comité de direction puis être associé? Alors, c'est chez nous que c'est comme ça. On est une entreprise très horizontale. Il y avait à la base, il y avait 3 fondateurs.
Maintenant, il y en a un qui est parti à la retraite il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, on est 5. Donc, il y a eu 3 nouvelles personnes qui ont été ajoutées aux 2 qui sont restées. Et puis, en grandissant, on s'est rendu compte ils se sont rendus compte que ils n'arrivaient plus à suivre tous les projets, tout simplement. Donc, ils ont mis en place un comité de direction qui est un peu j'allais dire l'étage en dessous, mais j'aime pas trop ce côté à étage. Mais ça permet de gérer tous les projets, de partager aussi la vision de la direction, d'aider au partage de la vision de la direction, dans le sens où le comité de direction doit aussi adhérer à la philosophie, à l'éthique, à la vision de l'entreprise. Et puis donc ça c'est plein d'émulations après. Ils ont aussi un rôle de management Ils ont tous un rôle de management de personnes sur leur propre projet, mais aussi un petit peu en dehors. Oui, exactement. Les rôles d'encadrement viennent souvent aussi avec leur lot de responsabilité, de stress, enfin peut-être de tiraillement aussi pour certaines choses. Comment tu fais pour gérer en fait ce stress et cette pression ? Je me déverse. Comment ? J'ai pas compris. Je parle beaucoup. On dirait pas, hein. Non, j'ai la chance d'avoir dans mon entourage des gens avec qui je peux tout dire. Voilà. Et pour moi, c'est essentiel parce que ça reste pas dedans, tout simplement. Et je pense que c'est une grande part. C'est pour une grande part dans le fait qu'on gère la pression et le stress. Je me déverse aussi un peu en interne. Entre associés, on se déverse un peu. Je pense que c'est important aussi de pouvoir le faire comme ça, d'avoir des gens avec qui tu sais que tu peux discuter de ces choses. Des fois, aussi d'avoir un œil critique de l'externe. Exactement. Ça peut être important. Ouais. De pas rester tout seul avec son truc qu'on remue, de le dire. Des fois, on se rend compte en le disant que mais non, mais en fait, c'est idiot, c'est pas important et fin de l'histoire. Ou sinon, comme tu dis, on se challenge, ça permet de faire avancer le schmilblick. Donc ça, c'est assez, ça c'est mon astuce, je pense. Après, ça n'empêche que des fois il y a quand même un peu de pression ou un peu de stress. C'est un peu les projets, les clients qui font ça, qui ont toujours des impératifs. Et puis quand on aime ce qu'on fait, on n'aime pas dire oui, mais demain. Non. On essaye de répondre toujours au plus vite, au plus pressé, puis c'est comme ça qu'on se fait manger. Donc, mais comme on disait tout à l'heure, on n'est pas en train de faire une opération à corps ouvert. Donc voilà, on arrive. Jusque-là, j'ai réussi à toujours trouver des échappatoires. Ça n'a pas toujours été facile, mais jusque-là, c'est bon. Pas de yoga, pas de méditation, c'est juste tu déverses. Tout ce que tu as à dire. Ouais, en fait, c'est le plus efficace. J'ai fait du yoga il y a quelques années, de la méditation aussi, ou je fais de la danse à mes heures perdues. Donc, tout ce qui est sport aussi, c'est aussi un défouloir. Voilà. Mais le fait de discuter, de mettre des mots sur les choses, en tout cas, je trouve que c'est le moyen le plus efficace. Alors après, il y a des psys, des coachs, des amis, des conjoints, voilà, il y a toutes sortes de possibilités, hein. Mais voilà. Tu es rentré en tant que chef de projet, puis après vraiment le comité de direction, puis maintenant tu es devenu associé. Les relations que tu as eues avec tous tes collaborateurs, tous tes partenaires et tout ça, ça a changé. Et comment tu t'es senti Ça n'a pas toujours été évident. Au départ, quand j'ai intégré le comité de direction, c'était pas super simple. Et puis, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, une femme dans le milieu de la construction, il y a que moi qui pouvait faire quelque chose à ce moment-là. Donc il y a personne qui pouvait dire non, mais Perrine maintenant, elle a ce statut, il faut la considérer comme si non. Ça marche pas. Donc ça n'a pas toujours été évident. C'était aussi quelque chose de nouveau chez Tecné, ce comité de direction. Donc le rôle et l'organisation n'étaient pas encore tout à fait clairs. Et puis après, avec le temps, on comprend les choses, on comprend pourquoi. Et puis aujourd'hui, tout se passe très très bien. Il y a pas de question à se poser.
Vous êtes combien de femmes architectes? Actuellement, vous êtes combien? Quasi moitié-moitié. Ouais, j'ai vu ça sur le site internet. Vous êtes à 46-54. Enfin, c'est Ouais, quasiment quelque la chose parité. comme Ouais. ça. Ouais, alors ça dépend. C'est marrant, sur Genève, on a beaucoup plus de femmes. Sur Fribourg, on a plus d'hommes. Sur Lausanne, c'est à peu près mitigé. Mais on est sur Berne, on est 100% femmes. Mais ouais, c'est assez moitié-moitié, en fait. Et sans réfléchir à rien du tout. Hein. C'est les compétences qui arrivent. Et puis, bah, ma foi, voilà. Et quand tu as commencé chez TechNet, vous étiez combien? Ouh, alors oui. Il y avait une femme qui était directeur de travaux et il y avait moi. Et puis après, les autres femmes, c'était secrétariat, comptabilité. Ouais, ok. Ouais. On était une vingtaine, je crois, quand je suis arrivée. Donc, ouais, ça a bien évolué. Et puis, ce qui est chouette, c'est qu'on n'a pas que des femmes chefs de projet, on a des femmes directeurs de travaux, directrices de travaux. Donc, c'est vraiment le métier qui s'ouvre, en fait. Donc, ça, c'est vraiment très chouette. Avant, tu nous as parlé un tout petit peu, justement, du rôle d'encadrement, aussi de vision et puis de mission. Tu peux nous dire un petit peu comment en fait on peut mieux communiquer vis-à-vis de la mission, bien mieux la définir peut-être en entreprise? Je ne sais pas si c'est quelque chose à forcément à communiquer. Alors en interne, si pour que les collaborateurs puissent adhérer. La mission, je dirais, c'est finalement ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire, les compétences qu'on a qui nous permettent de faire telle ou telle prestation dans tel ou tel secteur d'activité, etc. Et puis la vision, c'est là où on veut aller. Alors pour comment dire, là où on veut aller et qui comprend forcément aussi une idée de maintenir une compétence ou un rayonnement, enfin en tout cas pour moi, je trouve que ça doit forcément maintenir la compétence et le rayonnement qu'on a actuel, de maintenir le niveau qu'on a et de pas le baisser. Ça c'est un point important dans la vision. Et puis dans la vision, il doit forcément aussi avoir tout ce qui est actuel dans la construction. Le métier change, évolue, mais tout le temps et depuis tout le temps. C'est en perpétuelle évolution. Donc c'est comment répondre à toutes ces nouveautés sans perdre notre essence même. Et puis donc voilà, ça c'est un petit peu un joli jeu comme ça. Mais ouais, je pense que ça doit être un joli casse-tête. Enfin, casse-tête, je sais pas, mais en tout cas un bon challenge pour des directions en ce moment, parce qu'entre la transformation numérique, les soucis environnementaux, aussi peut-être le manque de personnel pour maintenir, comme tu dis, rien que le niveau actuel, et puis aussi on voit, enfin moi je le vois en tout cas dans les sociétés, faire venir des jeunes intéressés, on va dire les nouvelles générations à nos métiers, c'est pas toujours évident non plus. Donc mettre tout ça ensemble, ouais, ça a l'air d'être des jolis challenges. Oui, et en même temps on peut comment dire, c'est en mouvement. C'est tout le temps en mouvement. On peut pas s'arrêter là et prendre 6 mois pour dire alors ça va être quoi notre vision. Bah non, parce que 6 mois après, potentiellement c'est plus la vision, c'est le présent. Et puis de pas se perdre, parce que par exemple tout ce qui est transition numérique, on a la chance d'avoir des collaborateurs en interne qui avec toute ma bienveillance, qui sont un peu geeks. Non, c'est juste pour la blague, mais qui aiment ça et qui ont envie de prendre leur bâton de pèlerin et de développer ça et d'implémenter ça dans la société. Donc la question, il faut leur laisser de la place, c'est évident, mais en même temps, on va pas devenir un bureau de digitalisation de la construction. Non, nous, on est un bureau d'assistance de maître d'ouvrage et de planification générale. Donc c'est là de toujours laisser la part de la part à ce qu'on fait, à notre essence même, mais en étant actuel et de pouvoir répondre finalement à la demande et de pouvoir être concurrentiel aussi sur le marché. Ça c'est important. Ouais. Donc la transition numérique, mais il y a aussi tout ce qui est durabilité
l'agilité. Aujourd'hui, c'est le grand cheval de bataille. Donc, faut enclencher les choses. Et puis, bon, je crois qu'on est un peu tous dans la même situation où on voit bien ce qui se passe, mais on est tous en retard. Donc, on tâtonne tous, on tente des choses. Et puis, bien, c'est comme ça qu'on va implémenter. Et puis, si on a quelques collaborateurs qui sont motivés par ce sujet, comment leur laisser la place disponible pour se développer eux-mêmes déjà, parce que quand quelqu'un aime ce qu'il fait, c'est toujours beaucoup plus efficace. Et puis après, pour en faire quelque chose pour les autres collaborateurs, et puis pour la société aussi. Tu parlais de mission, vision. Comment on définit quelles sont les questions qu'on doit amener pour établir une vision puis une mission? Je dirais, pour la mission, je dirais c'est peut-être un peu plus facile. C'est qu'est-ce qu'on fait, mais aussi regarder qu'est-ce qu'on aime faire et dans quoi on est compétent. Parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, si on n'est pas compétent dans ce qu'on fait, ça peut être notre mission. Enfin, comment dire, autant faire autre chose, parce qu'on va pas être bon, on va pas être appelé ou je sais pas quoi. Donc, d'avoir ce côté, qu'est-ce qu'on fait, oui, mais qu'est-ce qu'on aime faire et dans quoi on est compétent. Et puis la vision, comme je disais tout à l'heure, de quand même conserver un certain niveau de qualité, et puis d'avoir, là ça je le disais au tout début, d'avoir les oreilles ouvertes sur où va le vent, et puis d'essayer de voir comment la société peut aller dans le même sens, sans perdre son identité et en étant toujours à la page. Après, peut-être un conseil, ça pourrait être aussi des fois de se faire accompagner par quelqu'un d'extérieur qui peut challenger, puis un peu gratter pour vraiment faire sortir les choses, parce que des fois tout seul on est tellement dedans qu'on voit plus. Donc ça peut être quelque chose qui peut aider. On a passé un moment assez difficile, je pense que tous, la période Covid. Ouais. On a tous dû faire face à des multiples challenges. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à travers cette période et peut-être le plus... je pense qu'on a tous fait une période compliquée, mais il y a aussi des moments surprenants et agréables. Comment ça s'est passé cette période en tant que ton rôle en tant que directrice? Le plus compliqué, je crois, c'est d'essayer de rassurer les collaborateurs. En se rassurant nous-mêmes aussi, parce qu'il y a absolument personne qui savait rien de quoi que ce soit. Et comment faire pour essayer de garder un cadre rassurant pour nos collaborateurs qui se posaient tout autant de questions. Ça a été compliqué. Alors par chance, on est une entreprise plutôt saine financièrement, puis là c'était quand même le nerf de la guerre aussi. Donc du coup, tout s'est bien passé. On avait la chance en 2020, on avait une dizaine de chantiers qui arrivaient à leur fin. Donc c'est pas à ce moment-là que les maîtres d'ouvrage allaient les arrêter. Donc ça veut dire qu'on avait du travail. On a eu peu, je vais pas dire pas parce que je veux pas dire de bêtises, mais peu de projets qui se sont arrêtés ou ce genre de choses. On était les 10 projets en fin de chantier, on s'est commencé à une fin de chantier. Donc on avait bien de quoi faire, donc ça a aidé aussi un petit peu dans le rassurant. Dans le côté agréable ou plutôt drôle, c'est que tout d'un coup tout le monde est parti en télétravail, mais on a quand même voulu maintenir une espèce de piquet au bureau, donc on s'est fait la réserve des chocolats de Pâques à 3 dans le bureau. C'était un petit peu difficile. On n'est pas passé loin de la crise de foi, mais agréable, je sais pas. Moi, je suis assez remontée contre cette période où on entendait mais c'est un moment où vous pouvez prendre du recul sur vous, savoir ce que vous voulez faire et tatati tatata. Ouais, pas dans la construction. À part sur Genève où les chantiers se sont arrêtés, encore juste un tout petit temps après ils ont repris, mais Lausanne, Fribourg, les chantiers ont continué avec un peu plus de job, on a dû tous se montrer super fort en adaptabilité, des plannings de chantier, des ressources, de l'organisation, des accès, des bases vie pour les ouvriers ou ce genre de trucs. C'était assez un casse-tête chinois, mais je sais plus ce que je disais.
casse-tête chinois avec tous ces changements de procédure. Oui, voilà. J'étais assez remontée contre tout ce qu'on entendait dans les médias où les gens profitaient pour prendre du recul sur leur vie, tatata. Et... Non, la construction, c'était pas bisounours pendant le Covid. Et ce qui m'attriste, c'est qu'on n'en a pas parlé. On a parlé des caissières, on a parlé peut-être des taxis, des bus ou je sais pas quoi. Mais et mine de rien, le secteur de la construction, s'il n'a pas été fermé, on sait bien pourquoi. C'est que c'est un acteur très important de l'économie. Et donc c'est un peu une petite frustration sur cette période. Mais c'est vrai qu'on a eu un petit peu cette société à deux vitesses pendant un petit moment où on voyait au téléjournal, c'est vrai, des gens qui disaient il y a pas assez de graines pour aller planter dans les jardins parce que les gens ils ont que ça à faire pendant qu'ils sont à la maison. Et puis en fait, il y a tout le reste de la société qui est en train de bosser quand même. C'est ça. Et puis ouais, il peut y avoir un peu une frustration de se dire en fait ça n'a pas été la même pour tout le monde, quoi. C'est ça. Alors après, il faut modérer. On s'en sort bien d'avoir été stressé parce que plein de boulot par rapport à d'autres qui ont peut-être dû arrêter leur affaire ou perdre leur emploi ou je sais pas quoi. Donc, faut relativiser aussi. Hein. C'est assez. Je me rends bien compte que c'est assez égoïste ce que je suis en train de dire. Mais ça a été compliqué. Et puis personnellement, j'ai des amis qui sont pas du tout dans le secteur de la construction. Et puis ils étaient tous là. Ah non mais viens, on va se promener dans l'Avaux. Oui, bah non. Non, il y en a qui peuvent encore bosser. Ah ouais. Donc voilà. Et puis ce qui a été compliqué aussi, c'était comment garder contact avec tous les collaborateurs, parce que dans un bureau, quand on les voit, on les sent. Je sais pas changer comment la dire. machine à café du matin. Mais oui, c'est ça exactement. Et puis même si, alors que on a beaucoup passé de temps au téléphone avec chacun d'entre eux, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc ça a été un petit peu compliqué. Comment vous avez géré la transition entre le télétravail puis le présentiel? Ouais, le présentiel, télétravail, excuse-moi. Dans l'autre sens. Étonnamment pas si mal parce que on avait l'infrastructure informatique qui nous permettait ça. Donc du coup ça a pu se faire assez rapidement. Après sur les chantiers, télétravail sur les chantiers, ça veut rien dire hein. Sur les chantiers, il faut être sur les chantiers. Donc voilà. Là, il y avait pas de télétravail. Heureusement qu'il faisait super beau à cette époque-là. Je m'occupais à l'époque d'un des plus grands chantiers du canton avec 80 maçons. On était bien content de pouvoir les étaler dehors pour le petit mot du matin. Donc voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé le télétravail. Le challenge qu'on a eu, c'est que forcément chacun s'organisait un petit peu comme il pouvait avec les enfants, avec la vie de famille. Et puis on a vu passer un peu trop de mails, genre des dimanches à 10h ou des machins comme ça. Et puis on a dû aussi un peu recadrer dans le sens de dire à nos collaborateurs, les clients ils font ce qu'ils veulent, mais vous avez 5 jours dans la semaine, 2 jours de week-end, gardez vos moments pour vous. C'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on doit répondre au tac et que si un client il envoie un mail à 13h un dimanche, qu'il faut absolument qu'il ait la réponse à 15h le jour même. Et donc ça on a dû être même assez virulent avec certains collaborateurs qui prenaient un peu l'habitude ils se laissent entraîner Ils se laissent entraîner, exactement. Et puis avec toute la bonne volonté du monde, hein. Mais on s'est dit, il faut qu'ils pensent à eux un peu, autant que possible. Et puis ça a été assez efficace parce qu'après tout le monde est revenu un peu à un mode de travail normal, on va dire, dans des jours ouvrables, tout simplement en fait. Et du coup, vous avez gardé le ratio maintenant, vous avez gardé le télétravail? Quasi pas. Bah alors sur les chantiers, encore une fois, c'est pas une question. Et puis tout le monde était vraiment content de revenir au bureau. Mais vraiment, tout le monde était content de venir au bureau. On n'a quasi pas de télétravail aujourd'hui chez nous. Après, on est tous très autonomes sur nos projets. On arrive à s'organiser plus ou moins comme on veut, mais les gens aiment être au bureau. Donc c'est une question à laquelle on n'a pas vraiment eu à répondre.
au cas par cas de temps en temps, mais on s'est vite rendu compte que c'est non finalement. Ils étaient plus contents au bureau qu'à la maison. Et puis, vous avez appris quoi sur vous en tant que société pendant le Covid? On a eu la confirmation qu'on était une société saine. Ouais, ça, je pense que c'est bien. Enfin, à ce moment-là, de pouvoir l'assurer, je pense que c'est bien. On le savait. Ça a été éprouvé et donc c'est confirmé. Donc ça c'est assez chouette. On a quand même aussi eu la confirmation, c'est peut-être pas le bon mot, mais le sentiment vraiment d'être une équipe. Mine de rien, ça nous a quand même un peu rapprochés. Donc ça c'était assez chouette. Et puis alors c'est pas quelque chose qu'on a appris, ça s'est confirmé, mais de prendre le temps avec les gens, c'est mine de rien très important. Ouais. Le plus important de voir, enfin c'est notre richesse, hein. Nous architectes ingénieurs, on produit rien, hein, on n'est que du vent, hein. Donc nos collaborateurs, c'est ça notre richesse. Donc prendre soin d'eux et s'assurer qu'ils vont bien. On savait déjà, mais là on a encore confirmé que c'était vraiment important, qu'il fallait pas lâcher là-dessus. Mais c'est vrai, j'ai vu aussi ça ici au niveau de l'équipe. Quand tout d'un coup il y a quelqu'un à qui on n'a pas eu de contact depuis peut-être une semaine ou deux ou comme ça, tout d'un coup qui t'appelle alors qu'on travaille pas ensemble sur un projet, c'est simplement pour prendre des nouvelles, etc. Tu dis ah ouais, en fait il y a quand même quelque chose qui continue d'exister même à distance. Et puis c'est comme tu dis, ça permet de renouer un petit peu avec les gens et ça teste bien le groupe, ce genre de situation. Oui, et presque on avait plus de nouvelles de certains gens pendant cette période qu'en période normale qu'on croiserait pas forcément, et à ce moment-là on prendrait pas le temps de faire ces contacts. Il y a d'autres challenges à venir, la numérisation de la branche Tecnet, où on est. Vous êtes où au niveau du terme de numérisation? On est pas mal. Ça va comme réponse? Écoute, ta réponse. Non, en fait, vu que dans nos prestations, on est un petit peu particulier, nous, on ne dessine pas. En gros, nous, notre outil, c'est Excel, hein, Excel et Word. Donc, du coup, on va pas pouvoir être vraiment moteur. Si on prend, par exemple, tout ce qui est BIM, on doit savoir de quoi on parle, on doit savoir travailler avec des projets qui utilisent ces nouvelles méthodes, respectivement, c'est pas que du dessin non plus. Donc on a beaucoup développé tout ce qui est, en tout cas ce côté BIM dans toute notre cellule de calculation pour les devis. Donc ça c'est aussi en partenariat avec les architectes, parce que c'est eux qui dessinent, c'est nous qui mesurons. Donc là il faut qu'on se parle. Donc ça on a beaucoup évolué là-dessus. Et puis c'est encore à faire. On s'est un petit peu donné comme objectif que tous les collaborateurs avaient une formation de base. C'est un grand mot, mais une initiation de base, on va le dire plutôt comme ça, à ces nouvelles méthodes de travail plus digitales, plus collaboratives surtout, pour savoir de quoi on parle. Et puis après, c'est comme partout, il faut faire pour apprendre et faire et avoir une expérience dans le domaine. Donc quand il y a un projet qui travaille en BIM, soit la personne qui s'en occupe connaît déjà BIM et puis ma foi très bien, soit elle connaît pas, du coup elle va apprendre sur le tas. Il va y avoir des personnes en interne qui vont pouvoir l'aider, qui vont prendre du temps pour l'aider à bien comprendre et être efficace avec. Donc ça a été tout un travail assez conséquent pendant les 2-3 dernières années, on va dire, mené par un collaborateur que vous connaissez bien, Nicolas Pierret. Il est passionné, il avait envie de développer, et on lui a donné un cadre pour qu'il développe tout ça. Et puis donc ça a été très bien accueilli. Il dirait certainement que ça a été trop lent, mais mais c'est je vois ça aussi souvent quand t'es dedans, que t'es passionné, t'aimerais que tout aille aussi vite que toi. Et il faut pas sous-estimer, je pense, l'effort que c'est pour tout le monde de se mettre dedans, de dire j'ai aussi mes projets, mes choses qui me prennent du temps maintenant. Donc tout prend beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine.
Mais en tout cas, ce qui a été présenté, on était à la conférence BIM l'année passée avec le podcast. Et puis Maxime et Nicolas, ouais. Ils ont présenté quelque chose qui était vraiment impressionnant, je trouve, par rapport au suivi de chantier. Oui. Et puis tout l'assurance qualité que vous mettez en place derrière. Donc ouais, ça, c'est, je pense, des jolis résultats déjà de ce qui a été fait. Ouais, c'est vrai que Maxime a rejoint l'équipe l'année dernière, il y a un peu plus d'un an maintenant. Et puis une implémentation. Alors on a commencé par les coûts sur le chantier aussi avec des programmes particuliers qui permettent d'aider. Et puis vraiment il y a d'autres collaborateurs qui se sont sentis un petit peu investis d'une mission d'aller former d'autres directeurs de travaux là-dessus. Donc c'est assez drôle. Il y a une petite émulation interne. Donc c'est des formations internes. Donc c'est eux qui se forment. Oui. Ils se forment. Et puis on essaye toujours ce qu'on disait tout à l'heure aussi là, avec l'étage entre guillemets du comité de direction qui essaye d'implémenter des méthodes de travail ou des choses comme ça. C'est des choses internes pour être à jour avec le métier et puis être plus efficace, plus pertinent, moins louper de choses dans un souci de qualité. Donc il y a pas mal de choses qui se font aussi de ce côté-là et qui sont assez efficaces, vraiment. Vous mesurez comment le retour des nouvelles technologies que vous mettez en place? Est-ce qu'il y a un benchmark? Est-ce qu'il y a des KPI que vous mettez en place, dire que cette nouvelle technique elle est pertinente ou cette technique-là elle est pas du tout pertinente? Alors, pour savoir si elle est pertinente ou pas, il y a la force de persuasion de Nicolas et Maxime. Non, il faut quand même le dire parce que si effectivement, comme tu dis, les autres collaborateurs, ils ont d'autres choses à faire et ça leur demande un effort de venir là-dedans, il faut quand même reconnaître que ça demande un effort à eux d'être patients pour nous emmener là où ils ont envie de nous emmener. Ça faut aussi dire ça. Comment on mesure ça? Je dirais déjà en temps. Tout simplement en temps. Quand on fait un devis depuis des plans DVG ou depuis une maquette BIM, on met pas le même temps. Donc voilà, ça c'est un benchmark. Voilà, c'est aussi des choses qu'on peut récupérer par après. C'est surtout aussi dans la traçabilité des choses, tout ce qui est contrôle qualité sur chantier. L'ingénieur qui va sur le chantier, qui contrôle ses armatures, ok, il a contrôlé. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il écrit pour tracer, j'ai contrôlé et c'est tout bon. Et puis alors il peut rien faire, ça peut être noté dans un PV de chantier, ça peut être où il prend 3 photos sur un logiciel, il fait clic, ok, et puis c'est bon. Et c'est tracé, ça sort, ça sauvegarde quelque part après. Donc c'est aussi après pour retrouver les choses, c'est en qualité, c'est assez incroyable. C'est mesurable. Non, on n'a pas des benchmarks où on coche ou on vérifie les choses comme ça. On est c'est plutôt par rapport beaucoup au temps plus pragmatique. Okay. Mais voilà, au temps et à la qualité et la traçabilité, je dirais. Okay. Est-ce que il est facile d'introduire de nouvelles méthodes, alors ça peut être digital ou non, dans un groupe de personnes? Bien sûr que non. J'ai l'impression de l'agression. Bien sûr que non. mais surtout, comment est-ce que tu peux faire pour augmenter l'adhésion, on va dire, d'un groupe à un changement de méthode? Il faut que quelqu'un soit passionné par ce nouveau truc, quel qu'il soit, et qu'il ait envie d'en faire quelque chose et d'instruire les autres. Enfin, ça part de là. S'il y a personne qui a envie, c'est mort. Voilà, tout simplement. Ensuite, il faut laisser de la place à cette personne, tout en gardant un certain cadre, parce que on n'est pas une entreprise du truc, mais on fait quand même des choses, donc il faut que ce soit un outil et qu'on ne devienne pas non plus spécialiste. Ça pourrait être une stratégie de développer une autre branche du truc, mais voilà. Donc, avoir quelqu'un de motivé, qui a envie, lui laisser du temps pour ça, donc ça coûte aussi. En attendant, il facture rien en termes d'honoraires. Le laisser aller et puis mettre un cadre pour s'assurer que ça aille bien dans la bonne direction. Et puis aussi prendre du temps chez tous les autres. Nous, on a fait plusieurs séminaires internes avec tout le bureau dédiés à certains sujets, justement digitalisation ou
autres, au lieu de faire autre chose sur leur projet, ils font ça. Donc c'est aussi d'imposer, mais c'est pas le bon mot, mais de prévoir, de programmer, d'organiser des temps spécifiques pour ces sujets, et puis petit à petit. Et puis surtout, avoir le sujet sur lequel implémenter ça, parce qu'on peut pas faire ça dans l'abstrait, dans la théorie. Donc ça d'avoir. Et puis voilà, c'est vraiment quelque chose de vraiment ultra collectif de tous les bureaux, la place ensemble, parce que s'il y en a un qui s'y met pas, il est out tout simplement. Donc. Mais je trouve super, en fait, comme tu dis, de préparer, enfin de un petit peu contraindre les gens, mais de dire tout le monde doit prendre un moment parce que ça montre que c'est important. Et finalement, d'un côté, pour celui qui s'y intéresse, et puis peut-être qui, lui, dans son coin, a ce cadre, cet environnement pour développer la chose, ça lui donne l'occasion de le présenter. Et puis surtout de venir rechercher du feedback aussi des gens, les craintes, les gens qui sont plutôt positifs, négatifs, un petit peu aussi régler peut-être les a priori de chacun. Mais aussi, voilà, ça donne un message clair de dire, il faut que tout le monde s'y intéresse. Vous avez des projets, des urgences, des choses, mais maintenant, ce qui est important aussi, c'est le futur de l'entreprise. Et puis, ça peut être ce futur-là. Donc, parce que, c'est clair, si c'est quelque chose, on dit, quand t'as un moment, regarde le mail que je t'ai envoyé, ça passera toujours après. On oublie ça. On oublie. Mais là, typiquement pour l'implémentation du BIM chez nous, voilà, il y a une personne très motivée qui a poussé ça de manière théorique, qui a monté un espèce de petit groupe de travail, si on peut appeler ça comme ça, avec 7-8 personnes, des chefs de projet, en mode réalisation, ou des directeurs de travaux, voilà, un petit panel de prestations, et puis qui a dit, ok, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Surtout vos projets, là où vous en êtes, on fait quoi? Et puis ils ont cherché, ils ont testé, ils ont essayé, ils sont revenus en arrière, machin, enfin. Ils ont vraiment étudié la chose, expérimenté la chose. Donc ça, c'était un temps qui était dédié pour ce côté recherche, si on veut bien. Puis une fois qu'ils sont arrivés à quelque chose d'un peu convaincant, et on a montré ça à tous. Et puis les autres, ah ouais, c'est pratique quand même. Ah ouais, ça ferait que je prenne ça pour montrer à mon maître d'ouvrage, ou je sais pas quoi. Donc ça. Il y a aussi des trucs, ouais. C'est pas mieux pratique qu'avant. Il y a de tout, mais c'est aussi intéressant d'avoir les réfractaires, parce que ils vont poser des questions pour permettre d'améliorer encore. Donc ça c'est le côté feedback, je pense, il est très important pour ces groupes, on va dire, de passionnés ou bien de super utilisateurs, je sais pas comment on peut les nommer, de chercheurs, parce que des fois ils sont dans leur truc et puis ils se disent c'est super, c'est génial, parce qu'il y a quand même le côté un peu des fois cool de la technologie. Un peu geek. Ouais, exactement. Non, on en a que 2 geeks. Hein. Je m'entends. On en a que 2 geeks. Les autres, c'est des gens normaux. On en a que 2. Mais c'est vrai que d'ouvrir un petit peu puis de dire maintenant on prend tous les retours de tout le monde pour faire progresser la chose ou arrêter ce qui manifestement est juste, est peut-être qu'un jeu, on va dire. C'est bien aussi d'avoir ce regard critique. Ouais. Et puis avec toutes les questions, qu'est-ce que ça impacte sur nos prestations aussi, puis ça on y va par étapes. Donc un passionné qui livre une théorie, un groupe de chercheurs qui disent concrètement on peut en faire ça, et puis là on est dans l'étape ok, puis ça veut dire quoi pour nos prestations? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change pas, respectivement pour nos honoraires aussi? Ça c'est aussi un peu le nerf de la guerre, pour finir. Est-ce que tu as un ratio de temps ou quelque chose que tu pourrais recommander à allouer pour des gens pour faire ce genre de choses, pour un bureau, une PME, ou t'as une idée? C'est compliqué parce que on fait aussi des prestations un petit peu à part. Ouais. Les bureaux d'architectes qui dessinent, qui implémentent, qui renseignent, ils vont avoir vraiment d'autres besoins que nous. Encore une fois, nous c'est Excel, notre ami. Il faut qu'on sache lire les autres choses et les utiliser. Mais j'exagère un petit peu, on s'entend. Mais donc du coup, dans un bureau d'architecte ou d'ingénieur qui doit dessiner, implémenter, renseigner, ils doivent avoir une formation un peu plus poussée parce qu'il faut que chacun soit autonome dans son travail pour faire ça. Donc c'est un peu
non, pour répondre à ta question, non, j'arriverai pas à donner un ratio de temps ou quelque chose comme ça. Mais ils ont bloqué du temps, bah voilà, ça semble nécessaire si on veut pouvoir créer quelque chose de nouveau, Oui. quoi. Former les gens à ce dont ils ont besoin. Oui, c'est voilà. Et puis sachant que le meilleur apprentissage passe par l'expérimentation sur le projet en soi. Ouais. Donc, Après, il faut oser de le tester. oui, et puis oui, exactement. Ça C'est veut un dire que coup peut-être aussi. qu'il y a deux, Ouais. trois projets qui vont, où on va se casser les dents Oui. pas en termes de qualité, mais on va tenter un truc, avançant, on n'y arrive pas. Ok, on recommence avec l'ancienne méthode, et Ouais. puis on n'a jamais eu à faire ça encore. Ok. Ouais. Je touche du bois. Comme tu dis, je veux dire, créer aussi l'environnement qui permet aux gens de se dire je me sens en sécurité dans mon emploi et puis je sais qu'on va pas me mettre à la porte dès que j'ai un petit souci parce que peut-être j'ai proposé quelque chose qui fonctionnera pas ou on devra revenir en arrière. Alors tant mieux si c'est jamais arrivé, mais c'est vrai que pour certains ça peut être une crainte de dire mais en fait j'ai trouvé un truc qui semble bien mais je suis pas sûr d'aller arriver au bout. Faudrait pas qu'on me tombe dessus en me disant ah bah t'as pas réussi. Ouais, tout l'art est de mettre en confiance les personnes qui veulent développer ça. Comment dire, c'est un peu un côté donnant, mine de rien. Donc de les laisser s'épanouir dans quelque chose qu'elles aiment, faire confiance. Effectivement, des fois recadrer parce que ça part oups, voilà. Et puis respectivement, des fois on se trompe aussi. Des fois le cadre il est un peu trop serré, donc il nous pousse pour l'élargir. Ah ouais, en fait t'avais raison, mais que de ce côté-là, parce que de l'autre côté ça nous intéresse vraiment pas. Enfin, voilà, c'est jamais linéaire tout ça. Mais c'est de la confiance, de l'écoute. Et puis on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure en vision. Faut voir où va le vent. Donc ça aide aussi. Merci d'avoir écouté la première partie de l'interview avec Perrine Bria de Tecnet. La seconde partie de l'interview arrive dans le prochain épisode. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à aller écouter les autres épisodes du podcast. Et si tu as des conseils, thèmes ou personnes que tu souhaiterais nous transmettre, tu sais déjà comment nous contacter. À bientôt!